Il est un tout petit rebord de vie, où les rendez-vous n'ont lieu qu'avec soi-même. Équinoxe pointu, à mi-chemin de tout. César l'éclaireur par Bernard Monteau aux éditions d'Œuvry, 1990. Chapitre 1. Une bien étrange lettre. Lyon, matin d'hiver 2007. Un peu d'humidité de ce mois de décembre faisait briller la rue de la Charité. Les déménageurs étaient déjà en bas, devant l'entrée de l'immeuble, à s'affairer entre le camion et la montée d'escalier. Clara arriva d'un pas pressé, pestant contre les voitures qui ne la voyaient pas dans cette rue si étroite. Ça klaxonnait, c'était le matin. Il y avait des livraisons qui encombraient la rue, et l'odeur de la viennoiserie chaude s'échappait encore des boulangeries. Quel étrange pressentiment avait conduit Clara jusque-là, prétextant un rendez-vous matinal pour ne pas être au bureau à 8 heures. Un rêve surprenant, plein de paysages fantasmagoriques, un rêve persistant où sa grand-mère l'emmenait en voyage. Et justement, ce matin-là, on vidait l'appartement de l'aïeule. La fille de cette grand-mère, la tante de Clara, était morte un mois plus tôt. Elle avait passé la fin de sa vie dans cet appartement vieillot, sans en bouger un seul meuble ou en changer une seule tapisserie. Et aujourd'hui, pour que la vente du bien puisse avoir lieu, tout devait être déménagé. Clara se fraya un passage, dans la montée d'escalier en pierre et atteignit, essoufflée, le 3e étage. Il y avait là son oncle Michel qui dirigeait les opérations de sa voix sonore, tout en faisant de grands signes aux déménageurs. De son accent délicieusement british, il lui lança « Ah, Clara, tu tombes bien. Je ne sais quoi faire de la malle de ta grand-mère. Ça m'ennuierait qu'elle sorte de la famille. Va, vite, elle est dans la chambre du fond. » Clara l'embrassa rapidement d'un bref « Bonjour, tonton !» tant l'heure n'était pas au bavardage. Une malle, des secrets ? Oh non, sans doute tout simplement quelques napperons et 2 ou 3 draps de serge blanche. Elle sourit de cet espoir d'aventure qui venait de la traverser l'espace d'un instant. De cette âme de jeune fille aventureuse, d'adolescente passionnée de récits initiatiques qui ressurgissaient en elle de façon si fugace. Une malle ? Allons voir après tout. C'était une petite valise de cuir et de carton, couleur marron, comme issue d'un film des années 30. Une adorable petite valise. Dans son excitation, Clara l'ouvrit très vite et se pinça les doigts dans le vieux mécanisme à ressort. À genoux, par terre, au fond de cette chambre sans dessus-dessous, qui sentait la poussière d'un autre âge, elle s'apprêtait à exhumer la lettre qui allait changer sa vie. Cette valise, c'était un inventaire à la Prévert, une épingle à cheveux, un foulard de soie vieux rose, un paquet tout cabossé de cigarettes américaines ultra fines, un œuf en bois de rose ouvragé, un Paris Match spécial Élisabeth II, un morceau d'ambre gris et un livre. Tout en feuilletant le livre, Clara se demandait bien pourquoi cette malle aurait dû rester dans la famille. À quoi bon s'encombrer de vieilleries qui n'émeuvent plus personne ? Elle pourrait y récupérer cet œuf, peut-être. Il était bien joli et on pouvait le dévisser. C'est alors que la lettre lui brûla les mains. Pliée en 4 dans le livre, comme un marque-page, elle attendait d'être lue. Chère Anna, je t'écris de Hanoï où nous fêtons notre première année de résidence en Indochine. Nous avons été délicieusement accueillis par l'ambassadeur. Nous logeons dans une villa magnifique. Nous avons pu prendre le temps de voyager un peu vers le sud, et je viens de faire une découverte incroyable. Un temple dont les statues semblent toutes à la gloire du corps et des plaisirs charnels. C'est une Française qui nous a reçus, une femme qui a tout quitté de son ancienne vie en France et qui suit depuis 20 ans les enseignements spirituels d'un maître local. J'ai eu de longues conversations passionnantes avec elle, où elle me parle de l'avenir des femmes selon l'enseignement qu'elle reçoit. Si tu savais ce qui attend nos filles, tu ne me croirais pas. Et surtout, la pudeur m'empêche de t'en dire beaucoup plus. Mais j'ai acquis la certitude que le destin des femmes va changer. Quand nous nous sommes quittés, elle m'a dit des mots énigmatiques. Un jour, les femmes du monde auront besoin du secret, car c'est du plaisir que naîtra la vie nouvelle. J'ignore de quel secret elle parle, mais tout semble écrit là-bas, sur les murs du temple, écrit, ou plutôt dessiné, peint, sculpté. C'est incroyable. La suite racontait la santé de son mari, en poste en Indochine, qui l'associait beaucoup. La lettre était datée. Hanoï, août 1938. Dans un flash,
Clara imagina une bourgeoise des années 30, découvrant les statuts explicites d'un temple tantrique. Quel chemin parcouru 1944, le droit de vote pour les femmes. Mai 68 et la pilule, le féminisme. Elle se plongea une seconde dans ce qu'elle imagina être la sexualité de ces femmes d'alors, avec la prière à la Vierge Marie comme contraceptif. Quel choc cela avait dû-il être de voir qu'une religion glorifiait là-bas ce qu'une autre ici n'était pas loin de considérer comme l'absolue perdition. Et cette phrase énigmatique. Du plaisir naîtra la vie nouvelle. Clara ne bougeait pas. Les mots tournaient à toute vitesse dans sa tête. Elle sentait l'excitation la gagner, et elle luttait contre pour ne pas se laisser emporter. L'instant prenait un drôle de goût, celui d'une aventure qu'elle avait toujours attendue, mais que sa raison de biologiste lui intimait de faire taire. Pourtant, si c'était vrai, si dans un certain temple, dans un certain endroit de la terre, à un certain moment de sa vie, l'attendait un secret, et si c'était le secret des secrets, le secret de l'avenir des femmes. Dans sa tête, une voix disait d'aller travailler, car il commençait à se faire tard. Mais dans son cœur, une tempête venait de se lever. L'irrésistible besoin d'y croire. Cette lettre exhalait l'odeur de l'aventure et son corps voulait en frissonner. Elle levait l'espoir insensé de mettre dans sa vie quelque chose qui ait véritablement du goût, de réenvoler ses journées avec du risque, de l'intense. Son existence était pleine de choses à faire, mais si vide en vérité, que de profondes aspirations venaient d'être réveillées par les mots écrits sur cette feuille jaunie. Un cœur d'amoureuse, une passion torride, une exaltation des sens, la vie avec un grand V. La lettre transpirait tout cela à la fois, produisant une inextricable mélange de pensées, toutes plus folles les unes que les autres, un débordement de pensées en folie contre lequel Clara voulait lutter, mais auquel elle s'accrochait, en fait, pour y goûter encore un peu plus, juste un peu, avant que cela s'arrête. Mais c'était trop désespérant de résister. Alors elle laissa couler le flot des idées folles dans son esprit. Prendre l'avion demain ? Non, pas demain quand même. Mais programmer des vacances au Vietnam, après tout. Cela pouvait sembler raisonnable aux yeux des autres. Trouver le temple, qu'il y ait un véritable secret. Trouver le secret. Elle surmontait les épreuves, resterait enfermée 3 jours sous terre s'il le fallait. À l'instant, elle se sentait forte, toute protégée qu'elle était, là, à Lyon, sans rien qui la mette véritablement en danger. Au fil de la journée, les idées s'éteignirent les unes après les autres sous le déluge des « il faut », des appels téléphoniques, des fausses urgences, des jugements contre elle-même. À 19h, il ne lui restait plus qu'une simple curiosité. Est-ce que cela existait, aujourd'hui encore, des ordres initiatiques typiquement féminins ? À quoi cela pouvait-il bien ressembler ? Elle passa une partie de la nuit à rechercher sur Internet, à lire des choses toutes plus délirantes les unes que les autres. Les anciennes traditions semblaient avoir beaucoup pâti de leur rencontre avec leur commerce en ligne. Certaines façons de les vulgariser les rendaient en fait mièvres et vulgaires. Rangée au rayon des trucs et astuces, elle faisait penser à la déchéance de ces vieilles dames nobles, contraintes de vendre leurs bijoux pour subsister. Pourtant, comme elles avaient dû être magnifiques, ces quêtes humaines. Mais où aujourd'hui pouvait-il subsister un ordre pur qu'elle pourrait aller visiter ? Ce soir-là, contrairement à son habitude, elle eut beaucoup de peine à trouver le sommeil, excitée par tout le café qu'elle avait bu et toutes ces réflexions qui s'étaient emballées dans sa tête. La vie continuait, il y avait ce congrès à organiser, ces manipulations de biologie à faire, ce cours à donner, une collègue de travail qui venait d'accoucher d'une petite fille, il fallait aller la voir à la maternité. Ah oui, il y avait aussi sa mère qu'elle avait oublié d'appeler. Et puis le lundi matin, après un week-end exécrable, passé à faire des courses inutiles dans un supermarché bondé, puis à traîner sa misère dans un magasin de meubles miteux ouvert le dimanche, un email vient la réveiller. Madame, vous avez souhaité des renseignements sur les séjours proposés par l'école La Serre aux Orchidées, U Minh, Vietnam. Spécialisée depuis 1925 dans l'hybridation des orchidées, notre école propose différents séjours dont vous trouverez les détails en pièces jointes.
Cependant, sachez que vous ne trouverez pas de scientifiques chez nous, mais des femmes dont la voie est de s'occuper des plantes. L'email comportait en bas, aligné à gauche, sous une ligne de petits tirets, cette phrase : du plaisir naîtra la vie nouvelle. Clara se souvint alors de cette nuit qu'elle avait passée à naviguer fébrilement sur Internet, à la recherche d'une aventure initiatique. Elle était tombée sur un site qui décrivait un drôle d'endroit, un ancien temple restauré, devenu école botanique, que la photo montrait au cœur d'une vallée perdue dans le sud du Vietnam. Une Européenne y accueillait des femmes handicapées, à qui elle redonnait une utilité dans la culture de plantes spectaculaires. La biologiste en Clara avait été émerveillée par ces photos de végétaux, dont semblait émaner quelque chose que son intelligence lui interdisait d'appeler de l'amour. Ces plantes respirent vraiment quelque chose, une intelligence botanique sans doute, s'était-elle dit quand d'un clic compulsif, elle avait rentré son email dans une case proposant plus d'informations et avait décrit en quelques lignes une mission imaginaire. Elle était maintenant devant l'incroyable. Cette devise qui la troublait, c'était exactement la même que celle qui figurait sur la lettre reçue par sa grand-mère. Le souvenir de son excitation lui revint, et avec la nostalgie de cette aventure qu'elle avait entrevue et qu'elle avait si rapidement tuée dans l'œuf pour préserver une vie bien trop conforme, à l'abri de ses peurs. Son désespoir était tel qu'il lui arracha des larmes. Elle pleurait sa frilosité, sa mollesse, le manque d'intensité de sa vie. Alors germa en elle un projet fou. Et si cet endroit était bien celui que l'ami de ma grand-mère a visité en 1938 ? Et si j'y allais ? Et si je trouvais l'idée, le truc, l'astuce qui me permette de faire un séjour dans ce temple ? C'était comme ouvrir la fenêtre et qu'au grand vent frais pénètre dans la pièce. Elle venait d'ouvrir la fenêtre sur une autre vie possible. Une vie où l'on ne se rassure plus avec des assurances, où l'on ne succombe plus à toutes ses peurs, où l'on essaie de faire un pas au-delà de l'univers rétréci que l'on s'est construit pour être estampillé, conforme par la société. Et une fois qu'on a respiré cet air frais, comme il est difficile de ne pas étouffer dans l'atmosphère conditionnée des bureaux. Ça devenait déterminé en elle, comme un arbre qui aurait grandi et qui se serait fortifié. Cette idée allait la mettre en œuvre, en tous les cas, faire tout le nécessaire pour cela, et on verrait bien. Clara passa les 3 mois suivants à écrire des lettres, à rencontrer des partenaires possibles, capables de la financer, à visiter des agences de voyage pour essayer de donner une dimension concrète à son projet. Un soir, elle fit la rencontre du directeur de recherche du grand groupe cosmétique Aubanel. La firme était en train d'élaborer une nouvelle crème anti-rides basée sur l'image de l'orchidée, dont les fleurs restent fraîches si longtemps. Les enjeux financiers étaient colossaux. L'étude marketing avait déjà montré l'intérêt des femmes pour le concept et le design du pot. La campagne publicitaire était bien avancée. Mais il restait à trouver la molécule miracle qui allait donner toute sa crédibilité au produit. L'homme employait déjà 2 équipes de chercheurs, mais il fut séduit par le petit plus que lui apportait Clara en lui parlant de l'école vietnamienne. Cet établissement est spécialisé dans la culture des orchidées depuis 1925. Il y a aussi toute une dimension spirituelle dont je ne connais pas encore les détails, mais peut-être pourra-t-on trouver là-bas des variétés inédites, des conditions de culture particulièrement intéressantes pour votre projet. Il négocia avec Clara un tout petit salaire qui serait doublé d'une grosse prime en cas de réussite. En regard des budgets énormes qu'il gérait pour que le produit sorte, il n'était pas à 6 mois de salaire près. Et il comptait bien qu'une nouvelle mise en concurrence fasse aboutir ses équipes. Au bout de 3 mois, Clara avait réussi à financer 6 mois de séjour au Vietnam, avec comme mission la recherche d'une molécule miracle. Tout semblait se mettre en ordre, comme par magie. Les choses les plus invraisemblables survenaient, comme tombées du ciel. Un soir, pourtant elle fut prête d'abandonner. C'était une soirée au restaurant avec des amis et des collègues de travail, où l'on fêtait des anniversaires. Emportée par l'ambiance de fête et de confidence propre à l'instant, Clara avait commencé à parler d'une façon plus intime de son projet. Elle avait quitté le discours très professionnel de la biologiste et s'était mise à raconter le temple perdu dans le sud du Vietnam, les femmes handicapées qui consacraient leur vie aux orchidées.
Elle avait partagé les images que son imagination projetait sur cet endroit. Dévotion, ascèse, mystisme, propriété magique des plantes. Elle n'avait pas osé parler explicitement du fameux secret évoqué dans la lettre de sa grand-mère, mais elle avait cherché à relier voie spirituelle et émancipation des femmes. Elle s'était risquée à dire que peut-être une voie initiatique féminine pourrait contenir des révélations importantes, apporter un point de vue véritablement nouveau sur la libération des femmes. Mais son inculture dans ce domaine la rendait parfois ridicule, ce que ses amis ne manquaient pas de souligner. Au milieu des questions qui fusaient, elle avait eu du mal à expliquer ce qu'était un chemin spirituel, pour la bonne raison qu'elle n'y connaissait pas grand-chose en définitive. Mais à la passion qu'elle avait mise dans son discours, tous avaient senti que cela la faisait beaucoup rêver. À un moment, la conversation avait même pris des décibels et de la vigueur. « Clara, tu penses vraiment que les femmes sont libres en Asie du Sud-Est ? C'est un truc vieillot, ton histoire, ça fait rêver dans les années 30. C'est les aventures d'Alexandra David-Nel que tu nous racontes. Réveille-toi, ma chérie, elles ont 100 ans, tes aventures. » Sa meilleure amie avait explosé, visiblement en désaccord total avec Clara, qui plia sous la violence des mots, et elle poursuivit avec insistance. « D'accord, je veux bien entendre que tu as envie de voyager, mais les pieds bandés, la soumission aux hommes, marcher en regardant ses chaussures, ça non. En tout cas pas pour moi. » Elle avait continué railleuse. « Notre Clara va revenir transformée, notre Clara va revenir gentille, souriante, affable, douce et corvéable à merci. Un vrai petit mouton. » Elle aimait bien lui mettre sous le nez ses contradictions et avait rajouté. « C'est ton patron qui va être content, il ne va pas te reconnaître. » Une brillante responsable de la société avait renchéri. « C'est bien la peine que toutes ces femmes se soient esquintées la santé à obtenir le droit de faire les mêmes études que les hommes si tes rêves sont un tel retour en arrière. Et puis ton bonhomme de la firme Aubanel, j'en ai entendu parler, il veut coucher, vraisemblablement, mais surtout profiter d'un chercheur qu'il paiera pas cher. Tu ne trouveras rien, tu vas être exploité sur place à faire les basses besognes de ton labo, et pour des queues de cerises, ouvre les yeux, Clara. » Collègues et amis avaient réussi à insinuer le doute dans son esprit, quand un homme, qui n'avait pas dit grand-chose jusque-là, vint à son secours avec force. Clara a soif d'aventure dans le domaine spirituel. Et alors ? Est-ce que c'est une maladie ? J'y vois plutôt un signe de bonne santé, moi. Car où va ce monde s'il n'aborde pas le grand virage vers le monde intérieur ? L'humanité a mis des centaines de milliers d'années à conquérir la planète, à dominer le monde extérieur. Mais aujourd'hui, avoir plus, toujours plus, est-ce cela qui nous rend plus heureux ? Bien sûr que non. N'avons-nous pas besoin de sens ? N'avons-nous pas besoin d'être mieux au lieu de toujours vouloir plus ? Et c'est là que conduisent toutes les spiritualités du monde. Mais je crains que vous n'ayez de la spiritualité que les faux poncifs, ce que certains médias à grand spectacle veulent bien vous servir, prenant pour modèle les plus égarés. Cet homme s'appelait Jacques, il était médecin, mais aussi spécialiste de l'Orient. De son histoire et de sa spiritualité, dont il exposait quelques œuvres dans une petite galerie d'art, il avait dû toucher quelque chose de profond, car les conversations s'arrêtèrent. Il reprit. « N'est-ce pas une formidable nouvelle quête humaine que celle de la recherche du sens de l'existence ? Je crois que dans cette société d'opulence, celui qui n'écoute pas ce désir si juste d'une aventure au-dedans ira chercher l'aventure au-dehors, dans l'adultère, ou en faisant un enfant sur le tard, ou encore en changeant de métier à 50 ans. Qui peut aujourd'hui avoir la seule réussite matérielle comme unique but de son existence ? C'est cela qui est démodé en vérité. La recherche spirituelle signe l'être vivant avec un grand V, quand vivant veut dire être acteur de l'évolution de sa propre espèce. Il se passa quelque chose d'étrange ce soir-là. Jacques venant au secours de Clara avec des phrases si denses qu'elle resserrait l'espace autour de la table. Car lui la voyait, il la sentait si naïve, mais pourtant si touchante dans son désir d'aventure. Elle l'avait ému, et il lui prêtait sa force. « Oui, d'accord, Jacques, vous avez raison, reprit une collègue de Clara. Mais quand même, quand elle parle de la libération des femmes, elle rêve. C'est ici, en Occident, que les femmes sont libres, non ?» Pour éviter la rafale de mots qui suivit, il aurait mieux valu ne jamais poser la question. C'est pour sens que cette femme fit de mieux ce soir-là,
car la réponse que donna Jacques finit de toucher Clara au plus profond. « Libre ? De quelle liberté parlez-vous ? Je vois tous les jours dans mon cabinet des personnes qui souffrent dans leur sexualité, dans leur relation au plaisir. Pensez-vous être au bout de votre libération quand tant de femmes ne connaissent de l'orgasme qu'un petit émoi sans ampleur ?» Il n'y avait rien à répondre. Les hommes avaient acquiescé en silence et les femmes avaient piqué du nez dans leur assiette. Chacun s'était retrouvé face à ses propres manques, ses propres problèmes, ses propres limites. Au bout d'un lourd silence, un bout en train avait enchaîné avec des blagues sur les blondes, détendant l'atmosphère par la dérision. Celle qui évacue l'insoutenable intensité de la vérité qui dérange. Mais l'épisode avait plu à Clara. Elle ne se sentait pas au top dans ce qu'elle appelait la chose sexuelle, et l'exploration timide en avait elle-même et l'exploratrice timide en elle avait aimé un tel discours. Elle n'avait aucune idée du lien qu'il pouvait y avoir entre toutes ces choses, mais pourtant, instinctivement, elle sentait maintenant qu'il était très juste qu'elle parte au Vietnam. Extérieurement, dans le concret, tout était presque prêt. Intérieurement, Clara sentait qu'elle n'était pas prête du tout. Elle ne savait absolument rien de ce que pouvait être la vie spirituelle, rien non plus de ce qu'était un ordre initiatique. Pour cela, elle eut envie de revoir Jacques. Il tenait une galerie d'art au pied de la montée du Gourguillon, y exposant quelques pièces orientales, vraisemblablement plus pour le plaisir que pour véritablement gagner sa vie, car son métier de médecin devait y pourvoir largement. Il habitait au-dessus, dans un des petits vieux immeubles où craquent les escaliers en bois. Pour avoir interrogé une amie commune, Clara savait qu'il connaissait bien le monde des initiations du passé. Il avait beaucoup étudié, beaucoup vécu, beaucoup aimé, ce qui donnait à son humanité une profondeur de recul et une pertinence de conseil qui inspirait toute confiance. Clara sentait, et cela lui faisait même un peu peur, qu'ici, ce qu'elle devait savoir lui serait dit, sans concession, au risque d'en annuler son voyage. Leur rencontre commença doucement, presque tendrement, avec un verre de grand cru de Côte-du-Rhône, quelques tranches de saucisson et un chant d'oiseaux qu'ils écoutèrent ensemble, juste parce que l'air du temps portait cela ce jour-là. Puis, Clara raconta brièvement la valise, la feuille, la phrase, le site internet, et lui rappela la conversation du restaurant. Elle percevait à peine que son cœur battait à 100 à l'heure. Elle avait tout simplement peur qu'il se moque, qu'il la convainque de renoncer. Elle en vint rapidement à sa question. « Jacques, je suis venue vous voir pour que vous me disiez ce que j'ai besoin de savoir sur les ordres initiatiques. Je ne peux pas arriver là-bas inculte. » Jacques recula sur sa chaise, tout en fixant sur elle les yeux tendrement amusés d'un grand-père devant une enfant de 3 ans, devant une adorable Clara qui ouvrait grand les siens en attendant la révélation. « Oui, bien sûr que tu dois savoir l'essentiel. Sinon tu vas passer à côté de tout. Et ce serait dommage avec un si long voyage. Ils sont si nombreux, ceux qui marchent à côté de leur vie, ignorant tout du sens des événements qui leur arrivent. Demain, vis une journée sans programme, d'envie en envie. Alors, tu ne passeras pas à côté du vrai but de ton voyage. » Clara s'entendit marmonner. « Oui, bien sûr. » Tout à l'attente de la suite, de croustillants détails sur les rites initiatiques. Mais dans la réponse qui lui avait été donnée, l'essentiel avait été dit. Elle ne comprendrait que plus tard combien Jacques avait visé juste, au millimètre près, comme s'il avait placé une aiguille d'acupuncture. Pour l'heure, elle se préparait à retenir des choses importantes, des choses à savoir, et elle continuait à le questionner. Lui, il savait combien toutes ces nouvelles questions étaient inutiles, mais ému par tant d'innocence, par cette inculture spirituelle qui ne faisait pas semblant de tout connaître, il lui donna quelques réponses, bien inutiles, pour apaiser sa faim. Il la questionna même sur son projet, son travail, sa famille, et tous deux passèrent une soirée délicieuse autour du repas qu'elle avait apporté. Ils évoquèrent l'Asie, ses mystères. « Tu verras, la vie est sensuelle là-bas », lui précisa Jacques en la surveillant du coin de l'œil pour voir si elle avait bien entendu. Dès lors, tout était prêt, tout était en place. Il ne restait plus qu'à acheter les billets et partir.
ce qu'elle projetait de faire le lendemain.